Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Outlook 2024. Oui, on change déjà d'année. Alors, on termine 2023 en pleine euphorie. Alors, souvenez-vous, l'année passée, on avait fait plein de prévisions ou de prédictions et on a été juste quasiment partout, bien sûr, comme d'habitude. On va pas revenir là-dessus, c'est pas le plus important. Aujourd'hui, on va refaire le point de situation. On traverse une année assez exceptionnelle puisqu'on est passé par tous les états, excès de confiance, grosse peur, de nouveau excès de confiance, on finit au firmament. Pour l'instant, aujourd'hui, on est à la veille du dernier meeting de la Fed, donc c'est difficile de vous dire ce qui va se passer puisque cette vidéo sera publiée après le meeting de la Fed, bien sûr. Mais grosso modo, aujourd'hui, on va faire le point dans les différentes classes d'actifs pour voir un peu ce qu'on peut dire et ce qu'on peut attendre de cette année 2024 qui promet d'être assez intéressante. Et si l'on en croit déjà ce qu'on voit aujourd'hui dans les marchés et dans les communications des différentes banques d'affaires, devrait être assez facile puisqu'on a une quasi-certitude que les taux vont baisser et que finalement, eh bien, le marché va aller, en tout cas le S&P va aller en direction des 5000 de manière quasi certaine. Donc on va passer ces prochaines heures ou minutes en tous les cas à discuter avec monsieur Vincent Gann pour faire le point. Salut Vincent. Salut. Pour faire le point sur tout ça. Et voilà, on aura l'occasion de décortiquer tout ça. Donc on attaque tout de suite. Alors, ce bon vieux marché action. Oui, alors ce bon vieux marché action. Donc aujourd'hui, on termine l'année en fanfare, chez Fanfare. Tous les marchés sont remontés verticalement depuis la fin du mois d'octobre. Même depuis le début de l'année, depuis le début de l'année, ça c'est clair, mais on a eu quand même une période de crise durant l'année. On ne va pas trop s'éterniser sur ce qui s'est passé dans le passé, mais aujourd'hui, toujours est-il qu'on est au plus haut historique sur le CAC, sur le DAX. Le S&P 500 n'est pas très très loin des plus hauts historiques. Tout le monde se dit que les 5000 c'est une formalité sur le S&P 500. On est tous d'accord, on est tous au courant que les Magnificent Seven nous ont fait 3/4 de la hausse à eux tout seuls. On est tous d'accord que les valorisations sont au bord de l'aberration fondamentale. Mais pourtant, aujourd'hui, on s'axe uniquement sur une chose, on en a parlé suffisamment dans nos vidéos respectives, l'inflation et un tout petit peu l'inflation, avec la grande question de se dire quand est-ce qu'ils vont baisser les taux, puisque c'est devenu une quasi-certitude. Alors, que penser maintenant de la suite de l'évolution des marchés actions ? Non, mais déjà, tu as rappelé une chose importante, cette année, elle est un peu inespérée. C'est-à-dire que personne ne l'attendait, personne n'attendait une année aussi bullish. Finalement, le point bas, il s'est fait dès la fin de l'année 2022. Et lorsqu'on fait le bilan de cette année, tu viens de le lire, la plupart des indices boursiers sont tout en haut. Alors, c'est un peu biaisé parce que tu l'as mentionné, lorsqu'on retire les 6-7 stars américaines, les stars de la tech, les stars de l'intelligence artificielle, si tu prends le S&P 500 dit équipondéré, on n'est pas encore revenu sur les records de décembre 2021. Mais c'est une année bullish pour le marché action, une année bullish d'un point de vue sectoriel, c'est tous les secteurs les plus cycliques, les valeurs de la tech, les valeurs industrielles qui ont mené les fameux 11 super secteurs du S&P 500. Les secteurs défensifs sont tout en bas. Lorsque tu prends le marché action, ce sont les large cap, les méga cap, toutes les grosses valeurs qui sont tout en haut. Alors, j'ai quand même un petit bémol sur cette année. J'ai une expression que j'aime bien, tu sais, les troupes ne suivent pas les généraux. Et lorsque tu regardes du côté des small, alors pas forcément les big cap, mais les small cap, la plupart d'entre elles sont dans le rouge, tous secteurs confondus. Donc c'est une année bullish, mais qui est un peu biaisée par la surreprésentation des grosses capitalisations boursières. Et c'est vrai pour le S&P 500, c'est aussi vrai pour les indices européens. C'est-à-dire que si tu retires par exemple à l'indice CAC 40 les grandes valeurs du jour, mais dans le DAX aussi, on a des surreprésentations sectorielles. Le marché n'est pas si élevé que ça. Et par exemple, regardons ensemble le graphique du Russell 2000, les small et mid cap US, on est plutôt, alors on a tenu les supports, mais on est quand même assez bas et on est plus ou moins sur au milieu du bull market à l'époque qui a suivi la crise sanitaire. Donc c'est une année bullish, mais c'est une année bullish pour certains secteurs, certaines grosses valeurs. Maintenant l'idée cette année, est-ce que ces valeurs vont pouvoir encore continuer de mener le marché ou est-ce qu'on va avoir un rattrapage des petites valeurs ? Tu mentionnais à l'instant la fin d'année 2023 et notamment ce rallye depuis octobre qui a vu un début de rattrapage des petites valeurs. Et bon, c'est pas quand même... Voilà, le S&P 500 moins 10 grosses valeurs, c'est pas si aberrant que ça à la hausse. Non, c'est vrai que la grande question, c'est aujourd'hui qui va réellement être capable de nous donner ce relais de croissance pour pouvoir tirer le reste, parce qu'on arrive quand même à des niveaux de valorisation, comme on l'a dit sur les Magnificent Seven, qui sont basés sur le fait que l'intelligence artificielle sera la solution à tous nos problèmes pendant les 25 prochaines années. J'exagère bien sûr, et c'est vrai qu'aujourd'hui on se pose beaucoup de questions en se disant est-ce que maintenant ils vont vraiment avoir la force de continuer
Moi, je ne te cache pas que je suis d'obédience bullish depuis aussi longtemps que je me connais. Et j'arrive à me poser des questions en me disant, est-ce que réellement, aujourd'hui, on a encore cette force d'aller plus haut? Et moi, pour la première fois, je pense, de ma carrière, je commence l'année en me disant, j'aimerais quand même bien que ça revienne. Attention, je ne parle pas de crash boursier, je ne parle pas de baisse monumentale, mais j'aimerais que ça revienne un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on vit depuis un bon moment sur des marchés extrêmement contrariants, dans un environnement qu'on nous vend comme étant excessivement bon. Oui, l'inflation est revenue sous contrôle, mais quand on regarde certains postes de l'inflation, c'est pas aussi rigolo que ça. Tout à fait, je me permets effectivement sur l'inflation. Moi j'ai le sentiment que le marché est toujours dans l'anticipation, on est d'accord, mais en même temps, est-ce qu'il a les faits concrets pour être dans un tel optimisme? Et si tu prends, alors en Europe, je pense qu'il n'y a pas de sujet. L'inflation elle est revenue à zéro, mais elle est revenue à zéro, enfin, proche de l'être en tout cas. Il me semble qu'en Hollande, l'inflation est presque négative, en Italie aussi. Mais en Europe, c'est parce qu'il y a un vrai ralentissement économique. Maintenant, le sujet central, c'est l'inflation américaine. Absolument. Et tu le disais à l'instant, certaines composantes de l'inflation sont encore à 5 ou 6%. Tu sais, la fameuse inflation dite sous-jacente, elle est encore le double de la cible de la Fed. Moi, j'ai le sentiment que le marché, dans sa tendance haussière de fin d'année, il joue le scénario parfait. La désinflation, le retour à 2%, sans ralentissement économique, avec une croissance des bénéfices qui reste importante. Oui, est-ce que c'est crédible? Alors, c'est crédible s'il y a une baisse des taux suffisamment rapide, parce qu'il y a une statistique que j'aime bien, je la ressors souvent, je la ressors. A priori, les 2/3 des petites et moyennes entreprises américaines, leur ligne de crédit actuelle arrive à échéance en 2024. Sauf que là, elles n'ont pas forcément envie de renouveler aux conditions de crédit actuelles. Et donc, l'idée, c'est est-ce que la baisse des taux du marché va être suffisamment rapide pour leur permettre de renouveler leur ligne de crédit à des taux qui ne soient pas les taux qu'on a eus au dernier trimestre 2023. Donc, il y a quand même beaucoup de points d'incertitude. Ce qui fait qu'au final, moi, je me dis, si on prend le S&P 500, au moment où on enregistre la vidéo, il doit être autour des 4600, 4650. Le record historique, c'est 4800 points. C'est une zone haute. En cas d'excès au contact de cette zone, moi, je pense qu'on arrivera quand même sur des zones de prise de bénéfices. Tu parlais des valorisations, par exemple, des stars de la tech. On est revenu sur des niveaux de valeur. Alors oui, c'est l'intelligence artificielle, oui, c'est Google, oui, c'est Amazon, mais on est revenu sur prends par exemple le fameux PE, le Price Earning Ratio. C'est 50, 70, 80, 90 fois les bénéfices des 12 derniers mois, même les bénéfices estimés. Ça, tu te dis que... Alors, il y a Google de mémoire qui est encore valorisé à peu près dans le marché. Limite, si je devais en choisir une, Google, mais les autres, c'est la moins dangereuse. Il faut savoir prendre ses bénéfices. Voilà. Oui, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si, comme tout le monde a quand même bien profité de cette hausse liée au Magnificent Seven, si aujourd'hui la pondération des portefeuilles est énorme en termes de Magnificent Seven, si les gens commencent à prendre des bénéfices, il va y avoir l'effet inverse de ce qu'ils nous ont tiré à la hausse. Alors, la grande question, c'est justement, on va peut-être avoir un début d'année qui sera peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on attend, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a anticipé quand même énormément de choses. Et les seuls qui n'ont rien communiqué pour l'instant, c'est quand même la Fed. Parce que nous, on nous dit on va baisser les taux. Alors là, on est en train de se bagarrer entre mars et mai. Mais 4 baisses de taux, le marché. Voilà, 4 baisses de taux. Il y a des concours déjà pour savoir combien de basis points ils vont baisser. Je crois que c'est l'UBS qui tient le pavé avec 275 basis points de baisse sur 2024. Donc il y a un engouement. On a déjà pricé. C'est gigantesque ça. Bah ouais, mais c'est ce que ça va entre 275 et 100 basis points de baisse sur 2024. Ils ont l'air d'être super confiants. Justement, c'était une de ces banques, je ne sais pas exactement laquelle, qui avait un scénario sur l'inflation US, sur l'inflation sous-jacente. Et cette banque expliquait qu'elle était convaincue qu'à horizon 6 mois, il y aurait un effondrement de l'inflation sous-jacente aux États-Unis parce que ils avaient étudié en détail les activités de service et qu'il n'y avait plus de décalage entre l'offre et la demande. Bon, il y a des choses comme ça qu'on ne voit pas encore dans les chiffres. Moi, je me dis, toutes ces anticipations, si elles sont prises à revers par les chiffres concrets, ça risque d'être compliqué. Après, je ne veux pas jouer à l'oiseau de mauvais augure, mais la remontée des marchés, elle est quand même basée sur ce scénario idéal, pas du retour au monde d'avant, mais d'une baisse des taux des marchés. Non, mais je pense qu'on a droit à un back to the mean, de revenir à quelque chose d'un peu plus sain. Là, on est monté depuis début novembre à une vitesse Nvidia, l'action Nvidia par exemple. Encore Nvidia, on connaît la spéculation de l'intelligence artificielle, mais moi je regardais même des titres de seconde zone dont on parle très peu en Europe. Dans la vitesse où certains sont montés à l'intérieur des indices. Sur le DAX, il y a des titres, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais, encore une fois, j'ai déjà répété plusieurs fois, mais je suis allé en vacances cet été en Allemagne, et ça n'avait pas l'impression que c'était l'euphorie.
C'était plutôt les gens qui sont en train de... L'Allemagne, ils sont en récession. J'étais même choqué façon de parler, mais quand même, je regardais la courbe du taux de chômage en Allemagne, qui a pris une pente haussière plus pontue que celle de la crise sanitaire, qui était quand même une hausse du chômage parce qu'on a appuyé sur le bouton off. Là, c'est du vrai chômage. Donc voilà, après, on te dira que le DAX, c'est pas forcément l'Allemagne à proprement parler, mais la remontée du DAX dont tu parles, verticale, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine? Il y a quelque chose. Et en fait, non, mais il n'y a plus de guerre. La guerre n'est plus un sujet de toute façon pour les marchés depuis un moment. Mais c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est que, en anticipation de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, on dit toujours que les bourses sont le reflet de l'économie, mais aujourd'hui, plus du tout. Je pense que les marchés sont simplement dirigés par des algos, peut-être dirigés par des flux financiers, et que finalement, il faut juste trouver les points d'entrée et de sortie. Et ça met en avant l'analyse technique aujourd'hui, parce que je crois que le fondamental, aujourd'hui, de ma propre analyse, alors là, je parle de court terme, ça ne veut pas dire que je suis en train de dire que 2024, on va perdre 35%. Je ne suis pas Nouriel Roubini non plus, mais l'idée, c'est quand même d'apporter quelque chose en se disant, aujourd'hui, je pense qu'on est très haut et qu'en fait, on regarde ce qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les chiffres économiques qui nous font plaisir, on va interpréter les chiffres de la manière dont ils nous font plaisir. Je prends rien que le CPI du mois de novembre qui est sorti récemment. Quand on regarde le chiffre, on nous dit « Ah oui, il a baissé de 0,1% sur le mois, c'est super. » mais il est encore à 3,1. Et 4 en sous-jacent. Exactement, 4 en sous-jacent. Mais quand tu regardes à l'intérieur, quand j'étais chercher... celle des services, justement. C'est ça. Mais quand tu vas fouiller un petit peu le composant du basket, il y a des endroits, c'est par exemple les assurances de voitures. Ouais. Les assurances de voitures ont pris 20% cette année. Alors on dit « Ah oui, c'est bien, l'inflation elle a baissé », mais ça ne veut pas dire que finalement... on consomme moins cher. Ça veut dire que la progression de ce qu'on consomme est moins élevée. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que le marché est en train de se dire « Ah c'est bon, les prix sont en train de baisser ». Non, la hausse des prix est en train de monter. Oui, c'est intéressant parce qu'on ne reviendra jamais au prix d'avant. Il y a des théories déflationnistes. Il y en a qui sont persuadés que bientôt les industriels, et les commerçants n'auront plus le choix, ni sous pression par la baisse de la consommation, d'arriver à des baisses de prix. Mais le marché joue ce scénario, mais encore une fois, je me dis que jouer un tel scénario, par exemple, tu parlais de 200 points de base, de baisse des taux en 2024, il faut bien que ce soit motivé par quelque chose. Mais là, à un moment ou à un autre, est-ce que cette motivation ne pourrait pas nuire au marché action si c'est par exemple cette chute de la consommation, des choses comme ça? Donc, moi, au final, je me dis le marché action, et on en parlait tout à l'heure, cette année, ça a été un marché de flux, un marché contrarien, un marché de niveau technique. Tous les gros supports majeurs ont tenu, voilà, alors qu'on annonçait leur rupture, la fin du monde, etc. Et je pense à l'opposé de ça, les grosses résistances, on aura peut-être des petits excès au-dessus, mais je ne vois pas le marché faire des breakouts et s'envoler vers de nouveaux records. Donc finalement, je me dis que pour l'année 2024, la meilleure stratégie, si on prend l'exemple du S&P 500, ça peut être ce qui s'est passé en 2023, c'est un marché assez neutre, assez latéral, s'exposer simplement au gros niveau, savoir prendre ses bénéfices. Ça, c'est peut-être commencer l'année 2024 en se disant... Je vais déjà prendre les bénéfices de 2023 si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis après, on verra ce qu'on va faire en 2024. Si on revient à des niveaux un peu plus intéressants, je pars 5, 6, 7, 8% plus bas pour pouvoir reconstruire. C'est un peu comme on est dans un marché d'excès de toute façon. C'est un sentiment que ça donne depuis quelques 6-8 mois, clairement. Sur certains secteurs, en tout cas. Ouais. Sur certains secteurs, mais même sur d'autres. On parlera des matières premières plus tard, mais aujourd'hui, on voit que les comportements sont excessifs, puisque quand ça va mal, on vient nous dire « Oh, on va perdre 10, 15%, 30, 40, 50% pour les plus excessifs. » Mais dans l'autre sens, on nous dit pareil. En fait, il y a cette espèce de... Et pour tout, le pétrole, on y reviendra, mais c'est pareil. On vient toujours avec des avis hyper tranchés, alors que personne ne revient simplement de dire « Là, on est monté beaucoup. » Enfin, moi, je ne sais pas, une des premières citations qu'on m'a dit quand j'ai commencé dans ce métier, on m'a dit « Les arbres ne montent pas au ciel. » Et là, les arbres sont en train d'y aller aussi. Ouais, c'est sur certains titres. Ouais. Voilà, on rentre dans une dynamique où on peut se poser des questions. Alors, l'intelligence artificielle restera probablement un des thèmes de 2024 encore, parce qu'il y aura une évolution, une progression. On voit que ça bouge quand même très très vite. Mais là aussi, ça rappelle quand même, de nouveau pour les plus anciens, dont je fais partie, ça rappelle quand même le côté de l'an 2000. Parce qu'aujourd'hui, on est parti sur le fait que tant qu'il y a l'intelligence artificielle, rien ne peut nous arriver. Et donc, on disait à l'époque... Après, ça concentre vraiment les bénéfices sur certaines entreprises. Oui, et encore, on ne voit pas ce que ça va... On nous dit que ça va générer des croissances stratosphériques, c'est phénoménal. Mais ça va aussi générer des pertes d'emploi, peut-être points de consommation. Des pertes d'emploi, et puis on ne sait pas encore exactement ce que ça va donner. Moi, je suis de la génération Skynet et Terminator, donc je m'inquiète aussi, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on est dans un monde où aujourd'hui, on dit « Ah, on fait de l'intelligence artificielle, donc tout va bien ». Et pourtant, il y a 2-3 signes qui commencent à marquer un petit peu le pas. Je prends un exemple.
Cette semaine même, en fait, il y a eu Oracle qui a publié ses chiffres et ils sont venus faire un gros commentaire extrêmement positif sur la demande très forte sur tous les softwares liés à l'intelligence artificielle. Ce qui normalement est un commentaire extrêmement positif. Et la demande de la part d'entreprises. Absolument. Mais en même temps, dans la même dynamique, eh ben, on voit que les chiffres n'étaient pas si bons que ça sur le trimestre. Et pour la première fois depuis quelques temps, à l'œil comme ça, eh bien, les gens ont commencé à se dire « Ah oui, mais les chiffres ne sont pas terribles ». Donc, ils ont tapé sur le site a perdu 12% sur l'annonce des chiffres moins bons. Et pour la première fois, on a mis de côté le côté génial de l'intelligence artificielle. Alors, inévitablement, ça va revenir. Mais le fait est, c'est qu'on est dans... Ça restera sûrement un thème de l'année prochaine. Bien sûr, oui, non, mais j'en suis convaincu. La question, c'est si on doit parler d'intelligence artificielle, parce que ce sera de toute façon quelque chose qu'on va nous ramener sur la table régulièrement, c'est qu'est-ce qu'on valorise de cette part intelligence artificielle dans la performance que nos Magnificent Seven ont donné, ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont... J'ai l'impression que ce qu'on valorise, c'est qu'on a un sentiment que chaque année, ça va être la vache à lait en termes de bénéfices. Je regardais les anticipations de bénéfices par secteur pour 2024. Alors, tu retrouves la tech, forcément, et tu retrouves 15 ou 20% des bénéfices. Tous les autres secteurs cycliques sont plutôt en bas. Ouais. Mais tu retrouves encore la tech. Donc, finalement, alors j'étais aussi surpris parce que je regardais les anticipations de bénéfices. Tu retrouves la tech et tu retrouves aussi la santé, le secteur défensif de la santé. Donc, voilà, ce que... Et j'ajoute à ça l'analyse technique. Par exemple, la santé, qui est le secteur défensif, c'est un secteur qui est encore assez bas, assez sur support. Donc voilà, est-ce que l'année 2024 a un portefeuille un peu plus équilibré, des arbitrages, des rotations? Perso, là, alors de vous, on est en train d'essayer de faire un outlook de toute l'année, mais là, je me projette. C'est difficile en 30 minutes, mais surtout soyez indulgents avec nous. Ce qu'il faut déjà voir, c'est qu'on a un cycle de marché qui, pour l'instant, fonctionne pratiquement sur des vagues trimestrielles. On l'a vu cette année, c'est pas une tendance établie, il y a des hauts et des bas. On a beaucoup ça a été assez marqué trimestriellement, tout à fait. Là, on arrive sur une fin de cycle, on le voit en termes d'indicateurs techniques. On a vu la volatilité qui est extrêmement basse, on a vu l'indice Greed and Fear qui est devenu tout le monde est extrêmement greedy, le put-call ratio est au plus bas, on sent ce sentiment où les gens sont tellement euphoriques, et généralement c'est pas forcément une bonne annonce. On revient toujours sur la citation de M. Warren Buffett qui disait qu'il vaut mieux acheter quand tout le monde a peur et vendre quand tout le monde il y a des indicateurs de sentiment. Je regardais aussi, c'est aux États-Unis, il y a une association qui recense le sentiment des investisseurs particuliers américains. Et voilà, et pareil, le réservoir bullish est archi rempli. Je regardais un autre graphique intéressant pour les auditeurs, pour les spectateurs, qui compare la façon dont la smart money se comporte et la façon dont ils appellent ça la dumb money, celle des traders particuliers. Et là, depuis la fin d'année 2023, actuellement, la smart money est en train de prendre ses bénéfices alors que la dumb money commence à arriver massivement. On sent que, voilà, vous allez regarder cette vidéo sûrement fin d'année, début d'année prochaine, on est probablement pas loin, on ne prend pas de risque en disant ça, pas loin d'une phase de prise de profit, quoi. Oui, alors voilà. Donc, moi, quand on voit ce qui s'est passé, j'aurais plutôt envie de dire, pour le début de l'année, j'aurais plutôt tendance à prendre les profits sur tout ce qui est croissance et revenir se positionner un peu sur ce qui est value, parce qu'on voit quand même il y a des trucs en value qui sont complètement détestés. Je regardais alors en Suisse. Oui, puis les indices de la value, eux, ils sont encore assez bas sur support. Exactement. Et je regardais en Suisse, typiquement, il y a le bon rush qui ne faut strictement rien depuis 2 ans et demi, 2 ans pratiquement. Mais le SMI, il a du mal quand même. Toi qui le suis énormément, il termine l'année à 0 quasiment. Alors, le SMI ne fait rien. Bon, il faut aussi voir que la composition du SMI, ou comme on le dit souvent, c'est 3 titres. Rush, Novartis et Nestlé, tu les enlèves et il n'y a plus rien. C'est pas parce que l'UBS, d'un coup, elle a repris 20% parce qu'elle a absorbé le Crédit Suisse que ça va changer votre vie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en Suisse, la problématique, c'est que, c'est du value, il n'y a pas de tech. Le JTech, on ne peut pas considérer ça comme une tech. Donc, tout le monde se dit, c'est du value, donc c'est pas là où il faut être en ce moment. Et on l'a très bien vu ces derniers temps. En plus, le franc suisse est relativement élevé. Oui, ça biaise un peu. Il faudrait le faire en dollars, le CMI en dollars. Ça biaise un peu. Et tu as 3 titres dedans qui sont de méga cap, qui foutent rien. Alors, Novartis a fait son spin-off de Sandro, donc ça a un peu mis la pression. Roche a été downgradé il y a 1 an et demi par l'UBS, donc depuis personne n'en veut. Et puis Nestlé, ça traîne lamentablement en dessous des 100 francs. Et puis il souffre de l'effet Ozempic, cette fameuse drogue, médicament, qui est censé réduire l'obésité, ce qui fait que du coup ils se disent les gens ne vont plus manger jamais, quoi. Fini ta ligne. Donc il y a eu l'impact sur Coca, il y a eu l'impact sur McDo, il y a eu l'impact sur Nestlé. Donc ça c'est aussi un des gros thèmes. Peut-être que l'indice fera son rattrapage. Imaginons baisse du franc, un rattrapage en 2024. La grande question, de nouveau, si tu es suisse et que tu vis en franc suisse, tu es tenté de te dire, ces boîtes-là, je les achète. De toute façon, tu touches un dividende, tu payes 3-4% par année. Moins les impôts anticipés, bien sûr, mais tu es tranquille là-dedans.
Nestlé restera Nestlé, Roche restera Roche, enfin d'aussi longtemps. Et puis un franc suisse solide, c'est sympa pour voyager aussi. Ouais, bien sûr, mais d'aussi loin que je me souvienne, ces boîtes-là, Roche, on dit toujours, quand ça baisse, il faut en racheter, parce que de toute façon, ça finit toujours par remonter, ça fait partie du portefeuille standard. Ah mais il n'y a pas eu de cassure de support, ça c'est certain. Non, bien sûr, mais on est dans un environnement où la value, c'est pas très intéressant. Et on l'a vu vraiment cette fin d'année, parce que certaines values sont fait littéralement massacrer, bien que les dividendes ne soient pas remis en question. Et du coup, on a vraiment eu un switch total. Et parce que, de nouveau, les gens sont surexposés. Et je ne peux pas m'empêcher de revenir à chaque fois sur ce qu'on a vécu en l'an 2000. Alors, ça commence à dater. Chaque fois, je me dis, ça fait 23 ans quand même. Voilà, en l'an 2000, on les avait... stars des points .com. Il y avait .com, ça se payait 500 fois les bénéfices. Alors, ouais, c'est vrai que on peut dire que c'est différent, puisqu'à l'époque, les .com ne gagnaient pas de trucs. Aujourd'hui, ils gagnent de l'argent, donc on peut comparer les choses de manière différente, mais c'est cet engouement absolument ahurissant qui vient là derrière. Thématique. Voilà, et où on se dit, c'est des super boîtes, et on est en train d'avoir une ultra-concentration, et les ultra-concentrations, historiquement parlant, ça se passe pas bien du tout. Ou alors, on part du principe que le marché, l'économie se résume à ces 7 boîtes. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il doit y avoir un rebalancement. Ouais, j'ai une question. Est-ce que tu penses, toi Thomas, quel est ton avis? Est-ce que tu crois à ce pivot agressif des banques centrales cette année? Alors, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Non, du tout, parce que alors, en fait, ce qui m'épate, c'est que, alors là aussi, en 2023, pour remettre l'église au milieu du village, en 2023, fin 2023, on est passé par plusieurs états. Alors, on s'est dit, c'est la fin du monde, on va péter les supports, on va les casser. Puis finalement, la Fed ne monte pas les taux, finalement l'inflation semble un peu sous contrôle, et on n'a jamais été aussi convaincu de notre avis, je parle de la communauté financière, en se disant notre avis est le bon. Et donc du coup, on a commencé à se dire, on se fout pas mal de ce que disent les banquiers centraux, parce que nous... Pourtant, ils alertent souvent dans leur discours, attention, ne vous emballez pas, alors attention. Justement, si on prend la comparaison de ce qu'on a entendu ces dernières semaines, ce dernier trimestre 2023, pour donner un espace assez large, on a entendu plusieurs fois des banquiers centraux venir dire effectivement, attention, on doit vraiment être sûr que l'inflation est sous contrôle avant de dire on arrête définitivement. On ne peut pas exclure la possibilité d'une nouvelle hausse de taux juste pour mettre l'inflation à terre. Tu penses qu'il pourrait... Alors, de nouveau, c'est difficile parce que cette vidéo est tournée le 13 décembre dans la matinée et ce soir, la Fed va annoncer son... Ce soir, Jérôme Powell double tout le monde. Et donc, il va calmer tous les esprits bullish. Voilà, si M. Powell calme les esprits bullish, comme tu le dis, on risque d'avoir un retour de manuel assez impressionnant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Après, ça peut aller très vite. Si tu regardes l'inflation en Europe, d'un mois à l'autre, c'est bon. De 4 à 5 à certains pays zéro. C'est pas le cas aux États-Unis, mais why not? Déjà, en tout cas, c'est le pari que fait le marché, mais il peut se tromper. Aujourd'hui, on a un pétrole à $68 et ça fait un gros morceau de l'inflation en moins. Maintenant, d'ailleurs, je ne serais pas... On en parlera tout à l'heure des matières premières, mais... Non, mais ça fait partie du marché. Bien sûr. Si aujourd'hui, on se dit que le pétrole repart à la hausse pour une raison... une guerre qui venait à s'étendre, ça peut changer les paramètres. Il ne faut pas oublier non plus que ce que sont en train de faire les Américains sur le pétrole peut fâcher les Saoudiens. Enfin bref, on a pas mal de susceptibilités. On en parlera, mais oui, non, c'est certain que le... Mais pour revenir juste aux banques centrales, je pense qu'aujourd'hui, on a pris le pouvoir, quand je dis on parle de nouveau de la communauté financière, on a pris le pouvoir sur les banquiers centraux en leur disant, ils n'ont rien compris, nous on sait, et ils vont devoir faire ça. Alors que pour l'instant, si on regarde notre track record, toujours à cette communauté financière, on est faux. On n'a rien vu venir au niveau des banques centrales depuis 2 ans. Moi, je regardais, tu sais, il y a un outil qui est assez utilisé, le CME Fed Watch Tool, en fait, qui donne en temps réel les anticipations sur les taux de la Fed. Moi, je me suis amusé à faire chaque semaine une capture d'écran depuis le début de l'année. Et j'ai repris notamment mes captures d'écran d'avril-mai 2023. Déjà, à l'époque, en avril-mai 2023, la plupart des institutionnels envisageaient des baisses de taux assez agressives. Et finalement, à chaque fois, ils ont été pris à revers. Sauf que là, c'est vraiment très, très, très agressif, les scénarios pour 2024. Alors, je me dis, est-ce que derrière, il n'y a pas anguille sous roche? C'est-à-dire que si les banques centrales devaient pivoter à ce point, est-ce qu'elles ne savent pas en fait qu'il y a un vrai risque économique en Europe? On sait qu'il est réel. Est-ce que finalement, elles ne sont pas en train de changer leur fusil d'épaule sans le dire? C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas dire officiellement, bon, la cible, ça reste 2% d'inflation, mais dans leur esprit, peut-être qu'à partir d'O3, à partir d'O3, on regarde quand même un peu plus la macro. Bon, il y a des signaux d'alerte sur la macro. En Europe, c'est même pas que des signaux d'alerte. Tu prends l'Allemagne, c'est quand même catastrophique. Tu m'en parlais tout à l'heure en off.
Mais les États-Unis, même si le taux de chômage est bas, il y a quand même tu me parlais tout à l'heure de ces Américains de plus en plus d'Américains qui ont un double emploi. Imaginons qu'ils en perdent 1 sur 2. Enfin, mais ça, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler, mais il y a quelque chose. Et donc, moi, mon idée, c'est est-ce que les banques centrales, elles ne sont pas en train de changer de crainte? Aujourd'hui, on est... Bon, on l'a vu, c'est pas une banque centrale, mais Mme Yellen a parlé récemment en disant qu'il n'y avait aucune raison d'imaginer la moindre possibilité qu'il puisse y avoir de la récession en 2024. Aujourd'hui, la Banque centrale américaine ne le pense pas non plus, visiblement. Non, c'est vrai. Par contre, quand tu regardes, justement, quand tu interroges les banquiers centraux, on te dit qu'il n'y aura pas de récession en 2024. Quand tu interroges les financiers, on te dit qu'il n'y aura pas de récession en 2024. Mais quand tu interroges les CEO des entreprises du S&P 500, 85% te disent qu'il y a une forte probabilité de récession. Donc on peut quand même se demander, entre ceux qui sont réellement les mains dans le cambouis et qui travaillent pour de vrai, et qui ne font pas juste des théories à la télévision sur CNBC, et puis entre ceux qui font des théories sur la télévision sur CNBC, eh ben, lequel des deux a vraiment raison sur la réalité. Et pour le marché action, c'est la clé, tu sais, on affiche ça pour les spectateurs, les fameux indices PMI, tu sais, les indices qui permettent de se projeter. Dans le secteur industriel, ils sont en contraction depuis de nombreux mois, et par exemple, le PMI des services des États-Unis, il flirte avec les 50, donc c'est pas loin en fait. Et c'est bien basé sur des sondages des directeurs d'achat des entreprises, donc c'est des gens, comme tu dis, qui constatent opérationnellement comment se passent les choses. Donc je pense que c'est une raison de plus de prendre ces bénéfices pour les heureux gagnants sur les secteurs qu'on compte plus tirer cette année. Hein. Là, je pense que si, bon, moi je gère 2-3 portefeuilles diversifiés et je me rends compte que les performances sont là, mais c'est pas waouh, parce que tu n'as pas surpondéré en tech, tu n'as pas surpondéré en Magnificent Seven, ce qui était pas la chose à faire, qui ne semblait pas en tout cas la chose à faire à la base. Donc ceux qui sont là-dedans, j'aurais tendance, oui, à vouloir réduire ces positions. Moi, j'en ai quelques-unes, d'ailleurs, je suis en train de les réduire parce que je me dis, bon, si vraiment ça continue, puis qu'on rentre dans une folie furieuse parce que ça monte encore de 50%, il sera temps de revenir, mais j'ai pas envie de me faire doucher. En début d'année. Déjà 4008, il me semble que sur le S&P 500, 4800 points, ça va être le record historique. Déjà à partir de là, voilà, on n'en est pas loin d'ailleurs quand on enregistre la vidéo. Donc non, mais la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est c'est un truc que j'aborde à chaque fois, chaque année, on a une vision méga court-termiste. Point barre. Le marché aujourd'hui, il a une vision qui se base sur ce qu'il voit sur les chiffres économiques et il se dit oui, on va là. Mais de toute façon, on sait très bien qu'entre deux, il va se passer tellement de trucs. Regarde ce qui s'est passé en l'espace d'une année. Dans la vision des choses et comment on s'est comporté, on a changé d'avis 150 fois. Et aujourd'hui, ça peut, même d'un mois à l'autre, même parfois d'une semaine à l'autre, et même, je suis assez surpris parce que je regarde par exemple beaucoup les titres du média Bloomberg. Ils peuvent te titrer des articles super optimistes le matin, et puis il y a un renversement de tendance du S&P 500 en séance, et terminer la journée par les investisseurs craignent pour les... Il y a trop de versatilité émotionnelle. Bien sûr. Et les médias, alors ça c'est une autre discussion, mais les médias ils vont être le bon, hein, donc tout simplement. Et on le voit régulièrement, même sur CNBC, si tu regardes un marché qui monte plus de % indiqué sur l'écran parce que le Nasdaq est en hausse, tu as tous les boules qui viennent à la télé pour dire ça va beaucoup plus haut. Et le lendemain, craque, on vous l'avait dit. Et nous, regarde, t'es où Rubini et tous les gars qui pensent qu'on va mourir. Donc on est de plus en plus tranché, je pense. Il y a de moins en moins de... Tu viens aujourd'hui avec un portefeuille équipondéré en disant je fais un truc bien équilibré, moitié value, moitié growth. Dedans, je rajoute un peu d'obligataire. Les gens, ils te rient au nez, quoi. Alors aujourd'hui, on parle d'ultra-concentration, c'est bientôt plus un mot péjoratif. Enfin, de nouveau, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, on nous disait diversification. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent moi je vais acheter un tracker sur les Magnificent Seven et puis c'est bon. Donc ultra-concentration, et elle est belle. D'ailleurs, tu viens de mentionner un mot important, marché obligataire. Autant pour le marché action, autant moi je garde ma conviction que cette année, alors déjà à la fin de l'année 2023, vu le rebond des obligations, on va raisonner simplement la corrélation inversée avec les taux d'intérêt. Je me dis, les obligations, toutes les bonnes raisons de rebondir, parce que c'est la fin de 3 ans de trafic obligataire, le prix est bas. Les taux d'intérêt, si les banques centrales pivotent, tu as un rebond du prix des obligations. Mais imaginons même qu'il n'y ait pas forcément un pivot agressif des banques centrales, une récession, un doute sur les perspectives de bénéfices des entreprises. Tout pour moi sert le marché obligataire. Donc c'est autant le marché action, le niveau sur lequel il est revenu, je serais moins confiant. Autant les obligations restent sur une partie basse.
la désinflation ou imaginons même une augmentation du chômage suite à un ralentissement économique. Tout ça, ça amène des flux vers les obligations. Ouais. Et je regardais les flux institutionnels sur le dernier trimestre 2023. Il y a eu une rotation vers les obligations et elles sont encore à un prix bas. Enfin, moi, c'est une conviction que je partage. Et j'aurais tendance à dire que si, par exemple, elles retracent un petit rebond des taux du marché, ça peut être une phase. Tu parlais de diversification. Oui, bien sûr. Voilà, moi j'augmenterais significativement la part des obligations, alors des pays bien notés, des entreprises, ce qu'on appelle l'investment grade, j'augmenterais ça significativement dans mon portefeuille boursier. Alors, avec un seul bémol là-dessus, moi, ce qui me fait très peur au niveau obligataire, c'est la sécurité maximale, les bons du Trésor américain. Ouais. Ça me terrorise. Ça, c'est un vrai sujet. Dis-moi ce que tu en penses. C'est un vrai sujet parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se dit, de toute façon, on dit la sécurité quand on a peur, quand on a un doute, et là, on parle d'une éventuelle correction en début d'année. J'ai bien éventuel parce que j'ose plus dire, c'est évident. Mais en tout cas, éventuelle correction en début d'année. Si on rentre dans un mood de peur, les gens vont se dire, bon, je vais aller chercher des endroits où me planquer. Donc, les bons du Trésor américain à 10 ans, parce que de toute façon, il ne peut rien leur arriver. Mais quand je vois aujourd'hui la manière de gérer la dette américaine, tout simplement, la dette gouvernementale, je me un dis... déficit budgétaire, je crois, de 7 ou 8% encore cette année. Mais oui, ils financent des guerres dans le monde aussi. Hein, mais... Ils financent des guerres dans le monde. Et aujourd'hui, les intérêts qu'ils payent sur la dette sont plus élevés que le budget de la défense américaine. Ouais. Et c'est pas un 20 mots quand même. Ouais. Et donc il y a ça, c'est la première chose. C'est bien colossal leur dette publique. Oui, on n'a plus de plafond sur la dette américaine. C'est terminé, ils l'ont fait sauter au mois de juin entre McCarthy et puis Biden. On se dit, on fait rien jusqu'à l'élection présidentielle. Et on va... C'est un vrai no-limit budgétaire. C'est un no-limit, les gars, ils vont taper dedans comme ils veulent. On est en train de parler d'une dette, je disais un article l'autre jour, il parle dans 2030, on aura atteint 200% du PIB. Là, ils sont déjà à 120, 130. Ils sont à 120, ouais. En Europe, en zone euro, on est autour des 80-90%, au moins c'est sous contrôle. Ils sont à combien? Ils sont à 140. Non, mais ça, c'est une thématique, c'est intéressant. Je sais qu'il y a une crainte par rapport à ça. Après, je me dis, qui d'autre, à part les États-Unis, c'est quand même le marché le plus gros. C'est, à un moment ou à un autre, si quelqu'un veut des obligations qui s'arrêtent câblées, quel est le seul pays comme ça qui peut emprunter nos limites pour financer des guerres dans le monde, à part les États-Unis? Alors, je sais pas. Non, alors, si on peut parler politique au chapitre des actions, parce que c'est quand même... Oui, on peut parler politique. Alors, si on parle un tout petit peu politique, on rentre dans une année électorale. Oui, ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Il faut pas l'oublier. On rentre dans une année électorale et il ne faut pas oublier que statistiquement, les années électorales aux États-Unis, ça monte. C'est quasiment un des seuls indicateurs qui... Je veux dire, si on prend le delta entre début janvier et fin décembre. Voilà, début janvier et fin décembre, ça monte parce que c'est une année électorale et qu'ils vont tout faire pour faire la mariée jolie pour que les candidats n'aient pas trop à dire « Ah oui, c'est le... » Alors, Trump, il va tout faire pour dire que c'est une catastrophe. Mais Biden, il pourra dire, regardez, mon bilan est extraordinaire, c'est formidable, l'emploi, l'inflation... La dette a baissé. Ah non, pas la dette. Pas la dette, ça ne compte pas. Mais Yellen qui vient nous dire, oui, mais aujourd'hui, de toute façon, on est tranquille parce qu'il n'y aura pas de récession. Alors je me dis, sans vouloir faire le complotiste, elle est secrétaire du Trésor, elle a été nommée par Biden. Si elle veut un boulot dans une année, elle a intérêt que Biden soit arrêté, lui, sinon elle n'aura pas de job. Donc, à l'âge qu'elle a, c'est pas très grave, mais enfin, c'est une autre histoire. Donc, aujourd'hui, on est à la retraite, à l'âge de la retraite, j'imagine. Voilà, largement, elle a 73, 74, enfin, c'est pas dans quel pays, mais bref. En gros, ce qu'on a aujourd'hui aux États-Unis, on est dans une année électorale. On sait que statistiquement, ça ne peut que monter. On est dans une zone d'overconfidence, où tout le monde est convaincu. Le scénario fondamental qui est hyper optimiste, qui est joué, les élections présidentielles, les valorisations de la tech qui sont revenues tout en haut. Et maintenant, tu reprends les élections. On a quoi? On a un mec qui a 114 ans, qui n'arrive plus à marcher tout droit sans déambulateur, et qui n'est pas sûr qu'il se souvienne comment il s'appelle le matin. Ouais. De l'autre côté, il y en a un qui est quasiment en prison. Donc on a deux candidats, c'est la différence entre la peste et le choléra. Là, les États-Unis n'ont jamais été aussi divisés en termes d'opinion. Ouais, on est à 50-50, ça fait 3 ou 4 élections pour finir par les poils pour savoir qui va être élu. Et aujourd'hui, on nous dit, ouais, ça va résoudre le problème. Et non, on va dans un meltdown politique qui fait peur. Parce que je disais encore un analyste historien politique, ça on pourrait dire, mais lui il disait la dernière fois qu'on a eu autant de dissensions dans la communauté, dans le tissu économique et populaire américain, c'est la guerre de sécession. Oui, mais c'est sûr qu'il y a un état, sans être un spécialiste de la société américaine, il y a de la violence, il y a quelque chose, quoi. Ah oui, mais il y a un truc qui joue pas. Ouais. Je pense que, alors puisqu'on parlait de pivot, après je te laisse parler, mais puisqu'on parlait de pivot, je pense que on est en train de parler justement de voir, on va pivoter sur la Fed, mais en fait on est en train de se rendre compte que peut-être c'est toute une manière de penser qui est en train de pivoter. C'est pour ça que ça risque d'être
si je devais résumer l'année 2024 en un mot par rapport à ce que je pense, j'ai envie de dire volatile. Ouais. Volatile parce que je pense qu'on va avoir bien plus de surprises qu'on peut l'imaginer. Et Une phase de déni volatile, c'est-à-dire que versatilité, changement des opinions. Changement d'opinion, prise de conscience de la réalité. Et une année aussi où on verra le rapprochement entre des anticipations excessives et ce qui va compter, c'est le fait réel, le chiffre réel. Alors après, pareil, c'est des chiffres qu'on édite nous-mêmes. Je me suis toujours posé cette question, cette fameuse cible des 2%. Après, il y a la façon aussi dont les indices sont calculés. Bon, là, elle est à 3-4%. Il suffit que les banques centrales, imaginons un accord entre toutes les banques centrales majeures pour se dire, bon, écoutez, c'est plus 2, c'est 3. Dans ces cas-là, tout va bien. Oui, bien sûr, mais ils vont pas. Ils le feront pas. Ils le feront pas. Mais voilà, ça rappelle à quel point finalement, on est quand même dépendant de beaucoup de règles qu'on a choisies nous-mêmes. Voilà. Oui, mais en même temps, aujourd'hui, on revient sur le fait qu'aujourd'hui, de toute façon, on regarde ce qui nous intéresse. Ouais. Je veux dire, la thématique du verre à moitié plein, on la connaît. Je veux dire, ça fait quand même un bon moment qu'on ne voit que ce qu'on veut bien voir. On a parlé avant le début de l'enregistrement de cette vidéo, on parlait justement des taux des cartes de crédit, le nombre de gens qui sont sous l'eau à cause de leur carte de crédit, là aussi aux États-Unis. Les taux de carte de crédit ont explosé ces derniers temps. Les taux de défaut commencent à augmenter. Et je me demande, moi, si cette urgence à baisser les taux n'est pas... La Banque centrale, toutes ces datas, elles remontent. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de noter que ces taux d'intérêt sont en train de casser les mécanismes de la croissance et donc ils ont une nouvelle urgence mais dans ces cas-là, c'est qu'il y aura un pivot pour la mauvaise raison. Enfin, c'est pas évident. Aujourd'hui, ce sera passionnant. Aujourd'hui, ce sera passionnant, mais j'aimerais pas être dans les baskets de M. Powell. J'ai jamais voulu y être, mais là... Disons qu'ils ont quand même passé 10 ans de leur vie à répéter chaque jour les taux à zéro pour atteindre 2% d'inflation, c'était assez facile. Là, ils ont une vraie réflexion à avoir. C'est ça. Donc, non, puis c'est comme d'habitude, on vient toujours avec cette espèce d'effet d'inertie. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on a monté les taux, on a réussi à freiner l'inflation, ralentir l'économie, mais encore pas forcément autant qu'on aurait voulu dans le domaine de l'emploi aux États-Unis, par exemple. Et aujourd'hui, on est quand même dans une situation où si tu rallumes la mèche trop tôt, tu réchauffes l'inflation et ça pourrait partir très très vite. Ou alors, tu le fais trop tard et puis là, on va en récession. Et puis, comme de moins en moins de monde est en train de dire que c'est possible, le jour où tout d'un coup on prend conscience que ça va nous tomber dessus, ça risque de faire bizarre. Et voilà, tout ça pour dire que sur la forme, ce qu'il faut revenir aux actions à la base, c'est qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à vouloir acheter le marché sur faiblesse, on va dire. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est en train de... Du coup, faire de l'analyse technique. Alors, attendez les supports, attendez les surventes. Là, on arrive dans des zones de survente, c'est suracheté, on est sur les résistances proches des résistances, proches des plus historiques. Bon, en même temps, le DAX, il a traversé les plus historiques, comme ça ne coûte rien. Il y a visiblement énormément de cash quand même qui reste à allouer. Donc, je ne sais plus, j'ai vu aux États-Unis, il y a encore des milliards et des milliards de liquidités qui sont disponibles. Ce qui fait aussi pour ça, pour des raisons que ça ne baisse pas suffisamment. Et donc, on est dans des environnements qui sont absolument délicats, mais qui, pour moi, sont déconnectés des fondamentaux aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'au début de l'année, s'il y avait des prises de bénéfices, je serais acheteur plutôt, mais 10%, 10-15% plus bas sur les indices pour reconstruire quelque chose sur le long terme. Je trouve que cette hausse-là, pour les raisons qu'on nous explique, qu'on a déjà déterminées nous-mêmes, puisqu'aujourd'hui... Elle est basée sur un scénario trop parfait. Bon, on verra. C'est le scénario parfait, la désinflation sans récession. Oui, mais le scénario parfait, moi, ça fait depuis 1990 que je suis dans les salles de trading. Ça n'est jamais arrivé. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi tout le coup cette année, ça arrive. Et puis, alors, accessoirement, petit détour sur la politique, le reste, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales sont très préoccupées par l'inflation, le cycle des taux, etc., et l'emploi. Par contre, personne et aucune banque centrale ne mentionne les tensions militaires qu'on a aux portes de l'Europe et qu'on a maintenant au Moyen-Orient. Et ça, c'est assez hallucinant. La haute finance, ça a l'air s'est mis des œillères sur ce sujet-là. Ah bah oui, la haute finance, c'est l'intelligence artificielle, les records historiques sur les marchés, les flux de liquidités, l'arrivée des ETF Bitcoin et consorts dont on parlera plus tard aussi. Et voilà, ça s'arrête là. Et finalement, le reste, on a eu des impacts militaires à chaque début de guerre. Ça nous a occupé pendant 2 semaines. Le Wall Street Journal a rapidement passé à autre chose. Et puis, par contre, on a quand même cette épée de Damoclès qui reste en derrière.
Je sais pas, encore une fois, volatile. Je pense qu'on a tout mis en place pour avoir un début d'année volatile. J'arrive pas à me souvenir de quelle année c'était, mais c'était pas je pense il y a moins de 10 ans. On a fini l'année en boulet de canon où tout était facile, tout était parfait. Et au début de l'année, on a eu des problèmes sur la Chine. Et le marché s'est fait déchirer en l'espace de 3 semaines. Et on dit que les gens ils partent en vacances le 20 pour aller faire du ski, ils reviennent le 15, puis le 15, le marché il a déjà corrigé de 15%. Et puis on commençait l'année en se disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» C'était vraiment les ruines le lendemain matin. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va dans une direction aujourd'hui, trop de conviction, tue la conviction. Conclusion. Finalement, qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? Je te laisse commencer. Ok, alors je vais essayer de faire ça de manière concise. Donc je l'ai dit et répété, plutôt prudent, j'envisage plutôt une année assez volatile avec pas mal de surprises, que ce soit macroéconomique, que ce soit fondamental, que ce soit retour back to the mean. Donc j'aurais tendance à vouloir dire début d'année extrêmement prudent avec réduction massive au niveau de tout ce qui a beaucoup tiré en 2023, histoire de repondérer les portefeuilles en rachetant des choses qui sont un petit peu moins agressives ou moins grosses. Donc vendez les Magnificent Seven et achetez les values qui ont été un peu délaissés cette année. Regardez un peu le marché suisse, Novartis, Roche, Nestlé. Juste ça, c'est pas les trucs les plus fun, mais en tous les cas, ça permet d'avoir une certaine stabilité dans le portefeuille. J'aurais envie d'avoir un début d'année volatile, peut-être avec une correction, et j'ai envie de le vivre relativement bien pour une fois, pas simplement d'attendre que ça remonte après. Pour ce qui concerne des pays, les États-Unis vont rester le centre du monde de toute façon probablement cette année avec les élections. Je pense qu'il faudra quand même regarder l'Europe parce qu'effectivement on est beaucoup monté sur des arguments qui sont peut-être un tout petit peu à discuter, typiquement sur l'Allemagne. Et puis regardez toujours le Japon. Le Japon a eu une très bonne performance l'année passée, 2023 donc, et je pense que techniquement et fondamentalement ils sont partis pour avoir une très bonne performance encore ces prochaines années. Je rappelle toujours que si on regarde le graphique extrêmement long terme sur le Nikkei, je pense qu'on est encore loin des tops sur le Nikkei. Et puis alors pour le côté spéculatif, parce qu'on en a peu parlé dans cette première partie, j'aurais envie de mettre quand même, de regarder attentivement ce que fait la Chine. Parce qu'aujourd'hui on est rentré dans un mode où tout le monde attire un trait sur la Chine, plus personne ne va entendre parler, les performances sont... ça pourrait être son grand retour. En même temps, ils sont inondés. Voilà, la question c'est, est-ce que le retour est pour janvier ou pour mars ? Allez savoir, mais j'aimerais commencer à mettre un doigt sur la région parce qu'on est en train de délaisser complètement le marché. Si vous regardez, pour pas parler de la Chine en direct, mais Hong Kong par exemple est en train de revenir sur des niveaux extrêmement bas et je pense que... Tu sais que ce sont les seuls indices boursiers en baisse sur cette année. Exactement. Donc ça peut être l'année du rebond. Bien vu. Donc j'aurais voulu, le côté ultra spéculatif de trader qui sommeille encore en moi, ce serait de commencer à jouer contrariant sur la Chine pour les prochains mois. Je réserve encore la date d'entrée, mais j'en reparlerai dans les autres vidéos. Alors moi, je vais être très rapide. Moi, je dirais que pour le marché action, je partage les mêmes doutes que toi. Tout dépend pour quelles raisons les banques centrales pivoteraient. Bonne ou mauvaise raison. Une désinflation ou une récession économique, une vraie désinflation sans récession, c'est ça la vraie question. Donc pour le marché action, je suis un peu hésitant parce que le marché est revenu tout en haut et j'aurais tendance, moi pareil, lorsque je vois le S&P 500 revenir sur les plus hauts, le DAX sur les plus hauts, c'est clairement une zone où il faut s'alléger. J'ai une conviction forte, et j'en parlais tout à l'heure pour cette année 2024, c'est un vrai rebond du marché obligataire qui a déjà commencé à rebondir en fin d'année. Et c'est vraiment là où je pense qu'il faut procéder à un arbitrage au sein de son portefeuille boursier. Donc voilà, chers amis, marché obligataire, pensez-y. Au moins une petite ligne. Ok, donc voilà, ça c'était l'aspect obligataire pour le marché action. Voilà, pour le marché action. On a parlé de beaucoup de choses. Dans les autres vidéos, dans les autres capsules, on va également parler de matières premières, de crypto-monnaies, de forex. Même si moi au niveau du forex, je ne parlerai pas de grand-chose parce que j'y connais rien. Mais globalement, on va revenir sur tout ça. D'ici là, en tout cas, merci d'avoir été avec nous pour cette capsule-là. Merci Thomas. Merci à toi Vincent. Et puis, on se revoit bientôt comme d'habitude. Allez, au revoir. À bientôt.